Yves était au tout début de notre organisation qui a commencé avant même la votation Nobilag, puisqu'on l'avait invité à l'époque où on commençait à parler beaucoup du plan R, hein, par référence au plan B dont on parlait beaucoup pendant la campagne Nobilag. Il y avait le plan R comme réforme. Donc on anticipait des restructurations, de nouvelles restructurations dans la foulée de l'initiative Nobilag. On ne s'attendait pas à ce que ce soit annoncé le jour même de la votation. Donc lui, il était là déjà à notre invitation et on le remercie beaucoup parce qu'on a vraiment bien profité de son expérience. À l'invitation du SSM et des lacs à l'épaule à l'époque, auto-organisés par le personnel, pour nous expliquer ce qui se passe en cas de restructuration, pour qu'on soit préparé en amont, contrairement à ce qui avait été le cas en 2015 lors de l'annonce de la précédente restructuration qui était du même ordre de grandeur, hein, c'était 250 postes au niveau national et beaucoup de licenciements et de mise en retraite anticipée à la RTS, essentiellement à Genève. Donc l'idée, c'était de ne pas revivre ça de manière passive comme la dernière fois et de faire les choses bien. Effectivement, j'ai pu suivre un petit peu l'évolution de ce qui se passe dans votre entreprise. On considère que ce qui se passe chez vous est un enjeu qui va plus loin, hein, au fond, qu'un simple enjeu d'une entreprise. C'est aussi un enjeu démocratique et l'investissement qu'on met ici, il est évidemment aussi dans ce sens-là pour nous extrêmement important et on a à cœur de pouvoir vous donner un petit coup de main si c'est possible, comme ce matin, et on sera encore à disposition si c'est utile, nécessaire. Peut-être de vous dire un petit peu ce qui a pu fonctionner dans des entreprises ou ce qui ne fonctionne pas aussi. Je pense que dans des situations comme vous vivez de restructuration, on a, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai quelques expériences. Ça fait à peu près 20 ans que je fais ce métier. Et j'ai vécu des dizaines et des dizaines de restructurations avec différentes entreprises. La première chose que je voudrais vous dire, parce que je l'entends à chaque fois, comme ça ce sera fait, dans chaque fois que je rentre dans une entreprise, on me dit oui, mais chez nous, c'est pas comme ailleurs. Chez nous, on ne peut pas faire parce qu'on travaille différemment, parce qu'on est la RTS ou parce qu'on est Generali ou parce qu'on est Novartis. Donc chaque fois que je vais dans une entreprise, les salariés ont toujours le sentiment d'être particuliers, de ne pas pouvoir faire parce que c'est chez eux ou de ne pas pouvoir exercer le modèle de fonctionnement de ces groupes de travail, de cette consultation, parce qu'ils pensent être hors du monde dans chaque entreprise. Donc le sentiment que vous aurez dans cette salle, je le vis à chaque fois. Hein. Chez Generali, ils me disaient oui, mais vous avez l'habitude de faire des entreprises qui sont essentiellement industrielles. Non, je n'avais pas fait que des entreprises industrielles. Chez Yahoo, ils m'ont dit la même chose. Yahoo, oh, mais c'est les GAFA. Vous voyez, monsieur Lefferard, mais chez nous, on fonctionne complètement différemment des autres. Donc ça ne marche pas. On ne peut pas faire ce que vous dites, on ne peut pas faire d'autres choses, etc., etc. Donc il y a toujours des bonnes excuses. Et j'imagine qu'à la RTS, il y en a un certain nombre d'entre vous qui doivent se dire la même chose. Oui, mais la RTS, c'est la RTS. Franchement, il y en a pas un comme nous. C'est normal parce qu'on aime son entreprise et donc ce que les autres ont fait, ça ne peut pas forcément s'appliquer chez nous. Eh bien non, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer, notamment celui au départ qui est essentiel, qui doit être vraiment pour vous ancré dès le départ, c'est que c'est possible de faire quelque chose parce que si on ne pose pas que c'est possible de pouvoir faire des propositions, de faire des propositions, en tous les cas, aussi intelligentes que celles d'une direction, alors il ne faut pas faire cet exercice-là. Je crois qu'il faut vraiment se mettre dans la position de se dire que vous avez une intelligence collective, vous avez une capacité d'analyse parce que vous êtes directement au front, vous êtes dans des postes clés de travail, qu'un grand nombre de personnes au sein des directions qui s'appuient des fois sur des consultants n'ont pas accès. Et c'est ça qui fait la différence dans beaucoup d'entreprises. Ce qui a marché dans les entreprises, c'est que ça a marché au moment où les salariés se sont dit, au fond, la RTS, ça va être mon entreprise. C'est comme si moi, je devais la diriger, je dois vraiment réaliser cette consultation, pas forcément en se posant la question, au fond, est-ce que je vais faire, ce que je veux mettre en place. J'ai entendu beaucoup de critiques sur votre direction. Hein. Vous avez fait une analyse critique tout à l'heure lorsque j'étais là avec Samuel. Toutes ces critiques, au fond, mais qu'est-ce que moi je ferais si c'était ma boîte? Moi, de mon département, je ferais comment? C'est quoi les meilleures options
c'est quoi les meilleures économies possibles, c'est comment la meilleure organisation possible, celle que je ferai, sans se préoccuper de savoir celle que M. Marchand ou d'autres voudraient faire. Mais moi, en tant que salarié, comment je verrai ma boutique, comment je verrai la RTS de la meilleure manière, il faut oser. Ça a marché. Ça a marché de prendre en considération effectivement ce qui vous est proposé, mais ça a surtout marché de faire des propositions qui sont les meilleures, vues de vos départements, vues de votre position, et puis de l'échanger entre vous. Parce qu'il y a une chose qu'ils n'arrivent pas à faire, ça c'est sûr qu'on est meilleur, c'est que évidemment on a un petit peu le feu aux fesses lorsqu'il y a des restructurations, c'est d'évidemment tout sortir sans tabou entre nous salariés, d'échanger les meilleures options et de vérifier si ça marche entre les départements. Ça, c'est un élément central parce que lorsqu'ils essayent de faire des restructurations, lorsqu'il y a des consultants qui essayent de mettre en place des éléments, ils oublient toute une série d'éléments qui sont des éléments transversaux entre les différents départements et qui parfois ne fonctionnent pas. Donc le premier message qu'il faut vous dire, c'est que les critiques que vous avez faites tout à l'heure, maintenant, il faudra les analyser, il faudra vous dire, vous, à votre place, qu'est-ce que vous feriez? Comme si vous étiez le boss. Chacun d'entre vous, vous devriez vous mettre à la place du boss. Ça, c'est pas facile. Mais il faut faire cet exercice-là, sans se poser la question et surtout se dire, oui, mais si je vais proposer ça, ils ne vont pas être d'accord. Oui, chez Novartis, par exemple, lorsqu'on a fait l'exercice, on a fait un business plan complètement différent de celui de la direction et du conseil d'administration. Complètement différent. On a repris les choses de A à Z complètement différemment et ça a été accepté. C'était vraiment une stratégie d'entreprise complètement différente des autres. Celle que je vous ai mis ici, vous voyez, ces petites barres jaunes, etc., c'était chez Bosch, grande entreprise multinationale allemande. Eh bien, ils ont proposé de changer complètement l'organisation interne. Mais ils sont arrivés avec des propositions qui étaient étayées, qui étaient posées, où ils ont refait l'organigramme de l'entreprise parce qu'ils considéraient que le fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise n'était pas adéquat, n'était pas efficace. L'objectif, c'était 0 licenciement, ils y sont arrivés. Ils avaient aussi parfois des problèmes de cadre, ça arrive dans beaucoup d'entreprises que vous avez avant, mais ils ont trouvé des nouveaux services pour réadapter ces cadres. Donc l'idée, ce n'était pas de les licencier, c'était d'avoir des nouveaux services qu'ils ont pu ajouter, ou ces cadres qui étaient en surplus dans la ligne hiérarchique de l'entreprise, eh bien, ils ont pu les utiliser pour des départements, pour des nouveaux services. Et ça, je pense que c'est un élément qui fonctionne assez bien dans les différentes entreprises. C'est lorsqu'on peut être imaginatif, lorsqu'on peut aussi et peut-être essayer de réfléchir, est-ce qu'on a la possibilité, est-ce qu'on a les compétences pour développer des nouveaux services ces nouveaux services, si possible, doivent être profitables. Ça permet de pouvoir désengorger le surplus de cadres dans certains services pour pouvoir les réutiliser dans des nouveaux services qui sont profitables. Ça, c'est des solutions qui sont assez intelligentes parce que parfois, on a mis des cadres à des postes de cadres plutôt que de ne pas licencier, mais ils peuvent être très compétents quand même ailleurs alors qu'ils sont inutiles dans une ligne hiérarchique. Et ça, c'est l'intelligence dans certaines entreprises de la création des services, de développer des services. Moi, je ne connais pas du tout, encore une fois, la RTS, mais je peux bien imaginer qu'avec les nombreuses compétences, la réputation que vous avez, en tout cas vue de l'extérieur, pour moi, disons, si je parle audiovision, si je parle tout ce qui est audiovisuel, etc., la référence, ça reste la RTS, de l'extérieur. Et je pense qu'il y a peut-être des cours de formation qui peuvent être donnés à l'extérieur. Il y a peut-être des outils de formation pour les entreprises. On voit aujourd'hui que les entreprises ont parfois besoin d'être visuelles, de faire des clips, des clips sur les réseaux sociaux, etc. Il y a peut-être toute une série de compétences, de services que vous pourriez offrir qui peuvent permettre peut-être de gagner un peu d'argent, de réutiliser ces compétences sans licencier, voire peut-être, et c'est ce qui est arrivé dans certaines entreprises parfois, réengager du personnel, bien au contraire. Donc c'est tout à fait possible, de le faire lorsqu'on y croit, et surtout lorsqu'on est crédible, lorsqu'on peut chiffrer ce qu'on fait, et ça c'est le moteur de base. Voilà, disons, pour fixer le cadre de ce qui peut fonctionner dans une entreprise.
Parfois, on n'arrive pas au sein de l'entreprise, parfois on arrive à le faire, c'est la deuxième ligne en externalisant, c'est clair. Il y a eu des MBO qui se sont construits, des coopératives qui se sont construites suite à des restructurations. Il y a également eu des services qui ont été rachetés par d'autres. Mais en tous les cas, c'est les postes de travail qui ont été sauvés. C'est les familles qui peuvent derrière pouvoir continuer à avoir un revenu et pouvoir vivre. Et ça, c'est quand même essentiel, puisque l'emploi, c'est quand même, en tous les cas, chaque fois que nous avons fait cet exercice, le premier moteur. Alors bon, évidemment, on n'y arrive pas tout le temps. Hein, je l'avais déjà dit, l'objectif, c'est d'avoir 0 licenciement au départ. Et puis parfois, on a toute une série de personnes dont on n'arrivera pas à sauver les postes. Mais il faut faire l'exercice au départ avec cet objectif de 0 licenciement. C'est primordial. C'est primordial parce que si on commence à parler le plan social dès le début, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas cette option de sauvegarde des places de travail. Pour y arriver, ce qui a fonctionné également, c'est d'être organisé. Si j'ai bien compris, j'ai devant moi ici les personnes qui sont les groupes de travail qui ont été choisis, qui ont été volontaires pour ces groupes de travail. Alors je vais peut-être pouvoir vous donner ici quelques exemples de groupes de travail qui ont été faits, d'éléments qui ont été évalués dans les entreprises, avec l'idée de se dire que pour ce qui est des groupes par exemple d'infrastructures, vous allez économiser de l'argent sur les infrastructures. C'est un petit peu comme si vous disiez à votre employeur, écoutez, si vous avez 10 personnes à 100 000 francs de masse salariale annuelle à licencier, 1 million de francs, et puis que je vous trouve 1 million de francs, il n'y a pas de raison que vous les licenciez. Hein, c'est que nous avons trouvé cet argent-là et on pourrait utiliser ces personnes pour des compétences, pour renforcer peut-être ces heures supplémentaires dont a parlé Mireille tout à l'heure ailleurs, hein, pour alléger un petit peu un certain nombre de tâches tout en étant plus efficace dans un certain nombre de domaines. Je pense que c'est aussi des éléments qui peuvent être utiles pour l'efficacité d'une société lorsqu'on a ces types d'économies. Donc tout est important. Les personnes qui vont travailler sur les infrastructures dans chaque entreprise, et là c'est pas différent de Yahoo, de la RTS, d'une entreprise de production ou d'une autre, dans chaque entreprise, moi je suis comme métier de base, électricien à la base. Ensuite, j'ai fait un brevet fédéral de gestion de production dans l'industrie. Donc, je connais bien les deux volets, aussi bien l'électricité que l'efficacité des machines de ligne de production. Donc, je pense que dans votre entreprise, il y a une marge de manœuvre assez importante de faire des économies sur les infrastructures, sur les mètres carrés, sur l'énergie, sur l'eau, le chauffage, etc. Et ça, je pense qu'il y a suffisamment de personnes techniques pour pouvoir faire ce genre d'exercice dans votre entreprise qui vont engranger très rapidement. Vous allez le voir, ça va assez vite quand on est dans ces groupes de travail, des centaines de milliers de francs de mesures d'économie possibles qui ne sont pas aujourd'hui réalisées par l'entreprise et dont votre entreprise n'a pas certainement eu l'idée de faire dès le départ. En tous les cas, elle ne vous les aura pas donné aujourd'hui, ce qui est important. Dans les groupes d'organisation, il faut essayer de réfléchir, c'est un peu en accord avec la vision. Dans l'organisation, il faut oser. Il faut oser dire, dans les départements, il faut recueillir les informations par vos collègues, je pense que c'est important. Je tenais tout à l'heure que vous ne saviez pas très bien combien il y a de nombre de cadres. Moi, je pense que dans une grande entreprise comme la vôtre, c'est tout à fait possible de demander et de solliciter vos collègues, de dire voilà combien vous êtes dans le département. Chaque département doit vous donner, il faut donner des missions, il faut faire contribuer, il faut faire participer les salariés à l'intérieur de l'entreprise, si c'est possible de le faire. Si vous n'avez pas l'information de la direction, il faut aller la chercher auprès de vos salariés par une consultation en disant voilà, moi je veux savoir dans chaque département combien vous êtes, combien vous avez de cadres, et vous avez cette information qui vous revient, que les groupes de travail devront analyser. Il ne faut pas hésiter à aller chercher, à mettre en contribution vos collègues dans les ateliers. On a déjà vu ça dans plusieurs entreprises où les salariés avaient pour mission, et parfois ça marche mieux que d'autres, ça c'est clair, mais disons quand ils se sont un petit peu investis, on a de toute façon toujours 1 ou 2 personnes par département qui sont prêts à vous remonter ces informations et à venir. Et je pense qu'il faut les solliciter dès maintenant aussi, puisque vous représentez certainement plusieurs départements ici, les idées qu'ils ont pour les recueillir, pour recueillir ces idées et puis pouvoir les analyser. Ça c'est important. Il faudra que chacune de ces idées, derrière,
qui est transmise, il faut que les collègues qui vous les font remonter, ils essaient de les chiffrer au maximum. Et puis j'ai entendu tout à l'heure, c'était une des questions, c'est pas forcément dit que votre direction va répondre à des chiffres. Alors là, il y a deux options. Soit il y a la mauvaise foi dans une entreprise, et puis que à toutes les questions que vous allez répondre, vous demandez des chiffres à votre direction, ils ne veulent pas vous répondre, et puis là, c'est le moment de ne pas aller trop loin, ça a été dit tout à l'heure, pour régler cette problématique, parce qu'ils ont un devoir de vous donner tous les renseignements utiles. S'ils ne veulent pas les donner, c'est qu'ils vous freinent dans votre exercice. Et là, je pense qu'il faut absolument faire une assemblée du personnel, expliquer au personnel que vous n'avez pas les moyens de travailler et vous appuyer pour essayer de vous mobiliser si vous n'avez pas toutes les informations. Si maintenant vous avez pas simplement d'informations qui viennent, il y a aussi des informations qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas pensé parce que vous êtes sur un autre chemin que eux. Eh bien, il faudra donner ces chiffres. Il faut essayer de simplement, si vous donnez les chiffres, donner les sources. Par exemple, si vous parlez de mètres carrés, que vous avez pu faire des économies en mètres carrés, eh bien, il faut donner des références. Il faut dire que vous êtes pris sur le prix du marché à Genève, avec une moyenne des prix au mètre carré, des agences immobilières X ou Y. Comme ça, vous avez dans votre rapport final les références avec vos chiffres pour que vous puissiez, le cas échéant, les expliquer à votre direction. Donc c'est toujours important que chaque chiffre qui sera mis dans vos slides, dans vos présentations, soit accompagné d'une explication. Alors, pas forcément de la présentation que vous allez faire à votre direction, mais avec dans votre rapport avec des annexes qui puissent permettre de retrouver comment ces chiffres sont mis en œuvre. Ce qui va être important, c'est d'être bien organisé et puis de régulièrement partager vos idées. Parce que ce que j'ai constaté, quand on a mis en place ces procédures de consultation ne fonctionnaient pas bien au début, c'est que chacun fonctionnait dans son coin. Et lorsqu'on faisait cet exercice avec chaque groupe qui fonctionnait dans son coin, sans essayer de partager ces réflexions, alors on se retrouvait à la fin avec quelques jours avant les négociations, puisque les éléments que vous allez donner de vos réflexions seront vraiment un outil de négociation pour vos négociateurs, pour la délégation de négociation à la fin. C'est un véritable outil, c'est votre arme de négociation. C'est un rapport que vous allez donner qui va permettre à vos négociateurs de, si possible, réduire à zéro le nombre de licenciements. En tous les cas, s'ils n'y arrivent pas à limiter le nombre, et puis peut-être à limiter les conséquences s'il faut faire un plan social derrière. Donc tout ce que vous aurez donné comme outil, c'est ce qui sera la matière première de vos négociateurs. Eh bien, ces éléments-là, il vous faudra les démontrer et puis les crédibiliser un maximum. Comment on s'organisait au départ lorsqu'on a commencé ces groupes de travail? Parce qu'au début, on avait peut-être un rapport de force pour ceux qui ont suivi les explications que j'ai données au début, où on disait simplement on n'était pas content, il y avait des licenciements, on essayait de mobiliser simplement sans avoir vraiment un argument en disant c'est pas juste votre structuration, on avait peu d'éléments construits derrière ou en tout cas des éléments qu'on pouvait donner comme ça par oral, mais quand on a commencé à construire ces rapports, on a essayé de construire aussi une journée de travail qui était entre les groupes de travail très organisée. Au fur et à mesure, on a essayé de trouver, alors ça dans chaque entreprise évidemment ça peut changer parce que les horaires sont différents, donc il faudra l'adapter chez vous, mais il faut trouver ces espaces très réguliers où les groupes de travail partagent au fond les éléments. Donc si je vais dans le schéma, il y a une première phase d'abord de recueil des informations qui est très importante. Il faut solliciter un maximum vos collègues. Vous êtes un peu les relais de vos collègues au fond dans leur place de travail pour avoir un maximum d'idées. Centraliser ces idées par le syndicat ou par la délégation. Autrement dit, ça peut être fait par mail, ça peut être fait par toutes sortes d'options possibles. Chez Bobst, en 2 jours, on avait plus de 400 idées qui sont arrivées du personnel. 400 idées que les groupes de travail ont dû un petit peu analyser au départ et puis ensuite se répartir dans les différents groupes. Parce qu'il y avait des idées de mesures d'économie qui étaient liées à l'infrastructure, d'autres qui étaient purement des idées de production, d'autres qui étaient des idées d'organisation, toutes plus intelligentes les unes que les autres, mais à la fin, il fallait prioriser. Donc il faut d'abord récupérer toute cette matière première que vous aurez, vous, à travailler pour en faire quelque chose qui soit votre rapport derrière.
il y a vos idées à vous ici dans cette salle, mais il y a aussi les idées des collègues qu'il faut essayer de rassembler et puis de vous répartir. Une fois que vous aurez récupéré ces idées, il faut que vous soyez d'accord entre vous pour les répartir dans les différents groupes de travail. Qui va travailler ces différentes idées ? Quel sera le groupe le plus habilité, au fond, à travailler ? Si c'est des choses techniques, on va plutôt donner dans un groupe où il y a plutôt des électriciens ou des techniciens. Si c'est des choses plus organisationnelles, ça va plutôt aller sur le groupe organisation. Si c'est des éléments qui sont liés à la formation, ça peut être aussi dans des groupes vision, etc. Donc il y a toute une série il y a un premier filtre à faire sur lequel il faut vous mettre d'accord. Et puis dès que vous avez rassemblé toutes ces idées, donc moi je suis assez adepte de faire dans le démarrage des groupes un espèce de brainstorming où chaque groupe, il n'y a pas forcément dans un premier temps avoir besoin des groupes, mais il y a une première journée de travail où en général on met toutes les idées en commun. Les vôtres plus celles des salariés, et puis après il faut les répartir, et puis ensuite il faut les traiter, les travailler. Et au fur et à mesure, les groupes vont, toutes ces idées qui seront arrivées, une fois qu'ils ont analysé, décider desquelles ils vont vraiment aller jusqu'au bout. Parce qu'il y en a certaines qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas. Et on le décide ensemble. C'est important de décider tous ensemble. Voilà, ça on a estimé, notre groupe de travail, que ce n'est pas la peine de le faire, que au fond, cette idée-là, eh bien, elle pourrait être faite dans un deuxième temps, ou alors qu'elle ne correspond pas à une idée qui pourrait permettre de soit gagner de l'argent, avoir de l'argent, du temps, ce qui est important aussi. Il y a des notions de temps qui peuvent être gagnées, il y a des notions d'argent, ou alors des notions structurelles de l'entreprise qui permettent d'évoluer de manière différente et de gagner des places de travail à la fin. Et tout au long de ce processus, ça va avancer régulièrement avec ces analyses qui se font au fur et à mesure, où il faudra demander des renseignements. Sur chaque élément à analyser, il faut demander des renseignements, des chiffres à la direction. Et c'est à ce moment-là qu'au fur et à mesure, vous allez bien voir si la direction est capable de s'organiser pour pouvoir vous donner les chiffres très rapidement. Donc si elle joue le jeu, si elle contribue au fond à cette consultation de manière positive, c'était le cas positif de chez Bobst. C'était une première, que l'exercice que j'ai fait dans votre entreprise. Ça m'est jamais arrivé de faire l'exercice à côté d'une direction, mais si on a fait venir l'entreprise Bobst avec la direction de Bobst sur une restructuration qui était assez massive à l'époque, puis c'était quand même, on parlait de 800 places de travail qui étaient concernées à l'époque chez Bobst. Je l'ai fait parce qu'un certain nombre d'entre vous, après ma première intervention, m'ont dit oui, mais c'est bien sympa, Yves, tu nous dis que la direction, elle nous a laissé avoir des heures de travail gratuites, gratuites entre guillemets, disons, mais sur le temps de travail, c'est ce que vous avez obtenu, et je félicite vraiment la délégation de négociation. Je pense qu'il faut mesurer que c'est pas dans toutes les entreprises que vous obtenez des heures de travail tel que c'est le cas ici, ça a été dit tout à l'heure, elles ont dû se battre, la délégation de négociation, pour que vous puissiez avoir des heures sur votre temps de travail qui soient considérées comme telles, pour que vos responsables soient prévenus que vous soyez là aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui était une première bataille qui est excellente dès le départ, parce que dans d'autres entreprises, on est déjà en débrayage pour obtenir ça. Donc c'est une première étape qui est plutôt pas mal au départ. Il ne faut pas le sous-estimer. Si vous en avez besoin de plus de temps, en ayant fait vraiment votre travail à fond, il y aura peut-être une deuxième étape, il faudra demander une prolongation, ça arrive aussi. Si la direction voit que vous travaillez, que c'est positif, que c'est constructif, etc., c'est pas exclu que parfois on obtient encore une prolongation, mais en tous les cas, vous avez déjà un socle qui est raisonnable au départ, qui vous permet de travailler, et ça vous montre que vous avez déjà fait les choses dans l'ordre, que vous avez réussi sur cette première étape à vous imposer en tout cas pour faire une vraie consultation crédible dès le départ. La deuxième étape, elle va être plus compliquée, c'est l'étape des chiffres, des informations. Faut pas se leurrer. Et dans beaucoup d'entreprises, c'est pas que chez vous, lorsqu'on vient vers le directeur et puis qu'on leur demande des chiffres concrets, soit ils les ont pas, ils sont très ennuyés. Ça arrive aussi, parce qu'ils n'ont pas pensé. Soit ils veulent pas les donner, c'est plus compliqué. Et puis, ça va se cumuler au fur et à mesure des idées que vous aurez. Et là, il faut vraiment analyser assez vite pour stopper, pour leur dire non, attendez, là, on ne peut pas travailler, suspendre, et puis appeler vos collègues, dire qu'est-ce qu'on fait. Nous, au fond, on veut bien travailler, mais on est un petit peu freiné dans ce qu'on peut faire. Alors là, il faut aussi de la bonne foi. On a toute une série d'éléments qu'on peut travailler. En général, on essaye
Parce que parfois, ils ont besoin de 2-3 jours pour un chiffre. On essaie déjà de faire tout ce qu'on peut. Et puis, leur laisser un petit peu de temps, en leur lançant un petit peu des avertissements, en disant « Attendez, là, on veut bien que vous ayez 2-3 jours pour nous donner ce chiffre. On a encore un peu de travail, mais si on n'aura pas les chiffres à tel moment, alors on va être ennuyé pour continuer. Et de ce cas-là, les heures que vous nous avez données à contribution, le délai qui est respectivement été attribué pour faire cette consultation, alors il doit être reporté d'autant. Ce n'est pas de notre faute. On n'y peut rien. » Et ça, c'est des éléments essentiels. Donc voilà un peu ce qu'il se passe dans les entreprises. Donc vous voyez ce qui est en jaune, peu importe la situation, mais c'est pour vous exprimer que dans beaucoup d'entreprises, nous avons, avec les salariés, décidé de modifier la structure d'entreprise, l'organisation de l'entreprise, et on a fait des propositions avec des organigrammes préparés qu'on expose à la direction. On dit ça, c'est l'organisation telle que nous pensons qu'il faut qu'elle soit dans l'entreprise. C'est d'autant plus important que vous êtes une entreprise publique et que l'organisation que vous estimez être la plus juste, hein, la manière dans laquelle cette belle société doit pouvoir fonctionner, puisque vous avez eu un regard critique sur elle tout à l'heure, et que vous pourrez ramener à quelque chose de plus viable, avec votre état d'esprit de salarié, eh bien, si à la fin des courses, vous n'êtes pas entendu, ben vous pouvez aussi l'expliquer, l'exprimer publiquement, et peut-être que le public va penser que votre idée est meilleure que celle de la direction. C'est ce qui est arrivé dans quelques entreprises, notamment chez Bombardier, lorsque nous avons pu maintenir les places de travail. C'était à l'époque AD-Trans à Villeneuve. Hein, aujourd'hui, il devait disparaître ce site là-bas. Aujourd'hui, on a près de 800 personnes. Et que lorsqu'on a mis, puisqu'il y avait MSCF derrière, nos propositions au niveau public, alors la pression était telle sur la direction qu'ils ont accepté la proposition des salariés. Je pense que parfois ça arrive que vous ayez à témoin aussi la population derrière vous, ce qui est aussi intéressant. On a vu qu'elle vous a déjà suivi, notamment sur Bilag, la population, donc ce n'est pas exclu qu'elle vous suive si vous avez des propositions intelligentes, crédibles. Donc vous voyez, là il faisait une stratégie sur 2010-2011, peu importe, c'était il y a quelques années en arrière, mais cette entreprise est toujours là aujourd'hui, elle devait disparaître, 4 fois elle a dû disparaître. D'abord avec le groupe SIG, qui est un gros groupe suisse, ensuite avec le groupe Bosch 3 fois, et puis maintenant elle était reprise par une autre entreprise. Chaque fois, ils ont réussi à démontrer à la direction qu'ils avaient raison. Optimisation de la structure, ils osaient. Ils sont allés devant leur direction, ils ont dit, voilà, nous on veut une optimisation de la structure, une meilleure coordination des services, et ils ont fait la proposition. Ils ont fait un organigramme tel que eux, ils pensaient dans leur entreprise. Ça revient à ce que je vous ai dit au début, vous devez vraiment vous dire, cette maison, pendant la période de consultation, c'est le seul moment où les salariés ont le droit, légalement, c'est fait pour ça, légalement de se dire, c'est moi le boss. Profitez-en. Ils proposaient même la suppression des budgets, etc. Enfin, tout était les constats que vous avez fait tout à l'heure. Moi, j'ai entendu tout à l'heure ces constats que vous faisiez, critiques. Il ne faut pas hésiter à les faire. Il faut les poser, ces constats. Il faut les poser. Ils sont importants. L'analyse de départ, elle est très importante. Mais la deuxième partie, elle est tout aussi importante. Une fois qu'on a fait le constat, qu'on a posé les éléments critiques, il faut évidemment, ça c'est plus compliqué dans la deuxième étape, dire comment on va les résoudre. Parce que si on s'arrête juste à la première étape, au constat, alors vous êtes sûr que ça, c'est le meilleur moyen que ça ne marche pas. La première base de critique, elle est indispensable, mais après, il faut encore dire comment vous voulez faire pour le résoudre. Ça, c'est la deuxième étape la plus difficile, en se mettant d'accord entre les différents départements. Parce qu'on peut mettre en place une nouvelle manière de faire avec des machines dans l'industrie, sauf que si derrière, ça ne va pas jusqu'à la facturation et qu'on n'a pas les acheteurs qui sont intégrés, etc., pour la matière première et le reste, eh bien alors, on a des difficultés derrière. Vous voyez, c'est important. D'abord, on avait le constat, après, on a les actions. Les buts, ça c'est un résumé, évidemment, à côté, il y a des annexes, mais ça vous donne le sens de ce que vous devrez faire. Ça, vous êtes en plein dans le travail des groupes. On fait le constat. Quelle action vous voulez entreprendre pour que ça change? Et puis,
réduction des coûts de non-qualité, diminution des perturbations de la réalisation des projets, meilleure analyse des risques, etc. etc. Ça, c'était le groupe Vision qui avait mis ça. Mais derrière ce simple constat, on a des propositions qui sont mises en place. Et à chaque étape comme ça, de tout ce qu'ils avaient proposé, ils ont, pour présenter la direction, ils ont fait la même chose. Les constats, les actions et les buts. C'est pour vous donner, ça c'est le résumé, c'est juste la présentation. Après, il y a un dossier qui va derrière, évidemment. Mais c'est pour que vous puissiez vous mettre dans la position pratique, au fond, de qu'est-ce que sera votre travail dans les groupes de travail, qu'est-ce que vous devrez expliquer, exprimer à votre direction. Vous savez, la grande force de ces groupes de travail qu'on a remarqué, c'est que si on fait juste ces négociations entre des syndicalistes que je suis et une commission du personnel, une délégation de négociation, sans avoir derrière cette matière première et puis cette arme redoutable qui est votre rapport, alors on est beaucoup moins efficace. Beaucoup moins efficace. Et la deuxième grande force qu'il y a, c'est de se mettre ensemble, c'est-à-dire vous, les groupes de travail, et nous, le syndicat, avec la commission du personnel, c'est-à-dire que vous préparez nos arguments, vous les présenter à la direction et après ça nous permet de négocier. Moi j'aimais bien que des responsables des groupes de travail, une délégation des groupes de travail présente le travail à la direction. Parce que évidemment la délégation de négociation elle a un rôle de négociation et on est plus facilement un petit peu dans la confrontation s'ils ne veulent pas accepter ça. Mais quand tous les salariés sont d'accord, quand on a présenté le rapport, parce que je vous conseille de le faire, évidemment, vous êtes libre de le faire ou pas. Mais une fois que vous aurez terminé le travail, montrez-le à vos collègues. Nous, on le faisait voter. À chaque entreprise, on fait voter ce rapport. On le présente, on explique à nos collègues juste avant, il ne faut pas le faire évidemment 3 semaines avant, mais juste avant la direction, il faut donner des éléments, pas tous les chiffres, mais il faut donner des éléments de ce que vous allez défendre. Il faut que le personnel soit d'accord avec ce que vous allez défendre. Donc, il faut donner un résumé en tous les cas, parce que des fois, c'est des grands rapports. Le business plan de Novartis, c'était 100 pages. On ne va pas présenter les 100 pages. Mais on a présenté les éléments comme ici, le résumé de ce que nous allons défendre auprès de la direction pour sauver des places de travail. Si tout le personnel est d'accord, si le personnel est derrière vous, si même la population est derrière vous sur un projet de rapport, alors vous avez ce rapport de force, comme on parlait tout à l'heure, sans avoir fait de grève, sans avoir fait de grève, vous en avez déjà construit un bon. Évidemment, si le personnel vous dit « Non, mais attendez, là, ce que vous nous présentez, ça m'est arrivé dans quelques entreprises. Hein, les gens, le personnel, ils disent « Oui, mais bon, c'est bien ce que vous avez, mais alors, il faudrait le faire différemment. Alors, il faut retravailler. Il ne faut pas hésiter à repartir et puis à revenir vers eux. S'ils ne sont pas satisfaits du travail que vous aurez produit, ce n'est pas que vous aurez mal travaillé. C'est qu'au fond, des fois, on n'arrive pas à sentir de quelle direction il faut aller auprès du personnel et on retourne travailler en fonction des remarques qu'on aurait pu avoir dans l'assemblée du personnel pour qu'on soit, à la fin des courses, bien suivi et que la direction, elle sente aussi que quand vos négociateurs seront en face d'elle, ils ont l'appui des salariés. Hein, une votation, de la présentation du rapport, en général, je peux vous dire, lorsqu'on appelle les collaborateurs pour leur dire on va vous présenter les lignes générales de ce qu'est notre analyse, nos propositions, parce que la loi vous permet de faire ces propositions, eh bien, c'est les assemblées qui sont assez suivies. C'est un peu comme dans les votations. Il y a des votations où la population elle aime plus venir que d'autres. Eh bien là, dans la hiérarchie des assemblées passablement suivies, en général celle-ci d'assemblée du personnel, lorsque les groupes de travail présentent leur travail, il y a passablement de monde, y compris des cadres, des personnes qu'on ne voit jamais dans les assemblées du personnel. Là, ils sont intéressés de venir. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que là, vous avez ce retour, et puis si vous le faites voter, c'est le plus souvent le cas, je pense, le 99% du temps, le personnel le vote à des taux extrêmement élevé, on a quelques abstentions et très peu d'opposition, eh bien, ça veut dire que vous avez été plébiscité dans votre travail. D'abord, ça fait aussi plaisir de voir que vos collègues vous suivent. Et puis, s'ils ne vous suivent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On retourne une fois, on essaye de demander un temps supplémentaire pour adapter les points qui posent problème, et puis on revient le présenter. Nous, on le fait comme ça. J'aime bien le faire comme ça parce que ça permet de construire ce rapport de force
rapport de force au sens propre du terme, au sens constructif du terme, de se dire, ma délégation, je lui donne les outils, je lui donne à mon syndicat et à ma délégation la vraie force derrière, c'est-à-dire que je peux démontrer que j'ai les salariés à mes côtés. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le prendre en considération. Alors, là, c'était pour le groupe Vision. Maintenant, on peut faire l'exercice pour les autres groupes, pour vous donner une idée. Et vous voyez que dans chaque groupe de travail, il y avait un représentant d'Unia, il y avait des membres de la commission du personnel, et c'est les salariés qui fonctionnaient. Là, on était dans une entreprise qui avait à l'époque 400 personnes, donc moins grande que chez vous. Et ça, le groupe infrastructure était constitué de ces personnes-là. La première personne, c'était une personne de la délégation, de la commission du personnel, c'est important. C'est aussi la personne de la délégation qui doit veiller, ou du syndicat, à ce que dans les groupes, évidemment, on n'est pas là pour parler des prochaines vacances, mais qu'on se concentre sur effectivement la recherche de solutions dans les groupes. Et puis, il y a une personne qui était la porte-parole du groupe. Je pense qu'il faut réfléchir aussi parce que comme il y a les plénums, il faut expliquer un tout petit peu ce que vous avez fait pendant la journée. C'est important de rapporter aux autres ce que vous avez évalué, quelles sont vos réflexions. Il faut un porte-parole, il peut changer. Mais ici, en l'occurrence, ils avaient décidé que ce serait une porte-parole. Ils avaient élu dans leur groupe leur porte-parole, qui était destiné aussi après à présenter auprès de la direction le travail de ce groupe infrastructure à la fin, une fois que le travail au complet a été voté. Donc ça vous donne une idée de la constitution des groupes. Je pense que c'est important tout de suite de définir entre vous qui va... Alors ça peut être chaque jour une personne différente, mais il faut avoir conscience qu'à la fin, c'est important que la présentation du résultat des opérations, de ce que vous aurez évalué dans les différents groupes, doit être présentée par vous. Pourquoi ? Parce que si c'était dans ces entreprises-là, moi qui le présentais comme syndicaliste, évidemment que je connais moins bien l'entreprise. C'était le cas aussi de Samuel Bendaon tout à l'heure. Toutes les personnes qui peuvent vous aider, ils peuvent vous aider à obtenir des informations externes, etc. Par contre, qui de mieux pour parler des problèmes de l'entreprise ou des propositions à faire que les personnes qui sont au front et qui travaillent dans l'entreprise, que les salariés, et ça c'est quelque chose d'essentiel. Là, ils avaient traité toute une série de thèmes. Alors ces thèmes dans les infrastructures, comme je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas différent chez Generalic, chez Yahoo qu'à la RTS ou ailleurs, vous allez retrouver toute une série de thématiques que vous pouvez aussi bien faire que dans les autres entreprises chez vous. Vous avez par exemple compris qu'ils pouvaient faire des ventes de matériel. Dans chaque entreprise où je suis allé, il y avait du matériel qui ne servait à rien, etc. Ils ont fait des propositions de vente des matériels sur eBay ou ailleurs. Ils avaient du matériel qui traînait un peu partout. Ils ont fait un inventaire du matériel et dans certaines entreprises, ils ont vraiment demandé à chaque département de faire l'inventaire de qu'est-ce qui, au fond, pourrait être vendu. Alors évidemment, il y a des entreprises qui avaient parfois des difficultés financières, auxquelles les grands groupes comme chez Bob's demandaient des économies extrêmement importantes, ils demandaient une rentabilité très importante, et puis voilà, ils avaient considéré que ce matériel était important. La publicité, c'était aussi important. Dans certaines entreprises, on est allé jusqu'à, par exemple, louer des emplacements de publicité dans des entreprises qui étaient très bien situées, et puis ça faisait... finalement, ces publicités sur les bâtiments de ces entreprises qui se situaient parfois au bord des autoroutes rapportaient de l'argent. Jamais la direction avait pensé à ça. Vous voyez, quand vous êtes en difficulté dans une entreprise de chiffres, je peux vous dire que la direction, ça ramenait plusieurs dizaines de milliers de francs, ces publicités, des panneaux publicitaires au bord des autoroutes, etc., parce que les bâtiments étaient très bien situés. Ils n'y avaient pas pensé. Ils étaient obligés d'accepter ces choses-là, ou en tous les cas de se dire on peut rentrer en matière. La littérature, ils ont refait tous les modes d'emploi, les procédures aussi de différentes choses, la sécurité, le nettoyage, la téléphonie, les frais de voyage, les vidéoconférences. Et petit à petit, je peux vous dire que sur les frais de voyage, dans les entreprises, et là, ce n'est pas non plus quelque chose qui est dédié qu'à une seule entreprise, on a réuni
plusieurs entreprises à la fin des courses de l'industrie vaudoise ensemble, parce que Bobst, quand ils font des voyages, évidemment, ils avaient des meilleurs prix qu'une entreprise de 200 personnes, mais petit à petit, quand elles avaient des restructurations ailleurs, quand on se mettait ensemble, on avait des sacrés prix chez Carlson Wagon-Lit, simplement en groupant les différentes entités ensemble. Et si, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des acheteurs parmi vous? Aucun. Si vous pouviez convaincre un ou deux de vos collègues des achats de vous aider et de venir avec vous, c'est un élément central d'une entreprise pour faire des économies et en tous les cas d'avoir un contact assez proche avec eux ces prochaines semaines. Si ce n'est pas le cas, je l'ai dit à Valérie, on pourra vous aider avec une ou deux personnes qui nous ont aidés dans ces restructurations, mais les départements d'achat sont un des plus gros volets de mesures d'économie possibles. Pourquoi? Parce que parfois les directives qui sont données par les cadres ou ailleurs leur empêchent clairement de faire des vraies économies comme les acheteurs doivent faire. Et là, on trouve des potentiels d'économie immenses, insoupçonnés. Et ça, je vous encourage à le faire. Il peut y avoir des personnes qui peuvent venir en consultant chez vous, si vous avez quelques options possibles. Par ces différents acheteurs, vous allez pouvoir faire des cumulés. Hein. C'est toujours évidemment 1 + 1 + 1, mais il ne faut pas le négliger. Hein. Sur les machines à café, vous faites des économies sans que ce soit pour la qualité un ennui pour les salariés, sur les voyages, etc. Des économies assez monstrueuses que la direction ne fait pas, parce que parfois, il y a des fois entre deux, un chef, un responsable, un directeur qui connaît l'autre, mais qui ne va pas forcément jusqu'au bout du prix. Et là, les acheteurs connaissent les prix, et je peux vous dire que les potentiels d'économie démontrés, avérés, sont extrêmement importants. Pareil pour la téléphonie, pareil pour l'électricité, etc., etc. Les assurances, même les contrats de licences informatiques sont passées au peigne fin par les départements des salariés. Et là-dessus aussi, vous pouvez faire des économies assez substantielles, simplement parce que entre les différents départements, des fois, il y a plusieurs licences informatiques qui sont payées inutilement. Et je peux vous dire que c'est des mesures d'économie assez importantes. Donc oui, simplement ces choses-là, eh bien, vous avez beau dire, il n'y en a pas comme nous à la RTS, mais je pense que certainement, il y a une partie de ces éléments-là que vous pourrez faire la même chose que toutes les autres entreprises et qui peuvent être faites. Alors ça exige évidemment un travail assez important. Même principe, nous on leur demandait, le syndicat et la délégation de négociation, que voilà, il ne suffisait pas simplement de faire un constat critique de ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut changer, mais il faut évidemment après dire quelle action on veut faire. Là, encore une fois, on est dans la présentation à la direction pour leur expliquer qu'est-ce qu'on avait analysé. Et puis, derrière, il y avait une analyse un peu plus détaillée. Voilà, toutes ces choses-là peuvent être multipliées. Je donnerai toutes ces... Donc, j'ai donné à Valérie, je ne vais pas passer en revue, ici, ce n'est pas le but, mais vous voyez le principe, un petit peu de ce que vous aurez à faire. Et tout ce qu'on a ici, ce que je vous ai présenté, d'abord a fait l'objet d'un brainstorming, tout le monde. Donc l'idée, c'est de vous mettre ici. Mais moi, à ma place de travail, qu'est-ce que je pourrais imaginer faire? Aller consulter vos collègues pour avoir un maximum de sujets à traiter. Et puis à la fin, il faut les travailler, ces sujets. Il faut les travailler sérieusement. Il faut faire en sorte que ces sujets ils soient chiffrés. Un petit truc que je peux vous donner, tout simplement, qu'on faisait sur Lausanne, pour les mesures d'économie d'électricité, on faisait venir les services industriels et ils faisaient le travail pour les consultants. Ils acceptaient de venir, ils venaient faire une analyse du bâtiment et puis ils donnaient toutes les mesures possibles d'économie. Vous aviez un rapport qui était quand même crédible des services industriels. J'imagine qu'à Genève, ça va être possible. En tout cas, sur Lausanne, pour les collègues qui habitent Lausanne, les services industriels de la ville de Lausanne ont souvent permis de contribuer. Il faut le faire rapidement, il faut les convaincre de venir. Ce n'est pas toujours si simple, mais on a quelques relais à la ville de Lausanne pour les faire se bouger. Et puis, on a des professionnels qui peuvent déjà aider les services techniques à faire des analyses, au fond, de ce qu'on peut faire comme mesure d'économie derrière. Voilà. Après ça, c'était les estimations des économies réalisables sur cette restructuration-là. Je tiens quand même à dire qu'il y avait eu 2 autres restructurations avant, mais malgré qu'il y en a eu 2 autres, qu'on a déjà fait des analyses avant, on a encore retrouvé par la suite des possibilités. Donc on a toujours des options possibles. Donc c'était 7 postes de travail. Et puis ils avaient mis
ce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire. Voilà, ça c'était les thèmes qui n'avaient pas été encore approfondis, dont le délai qu'ils avaient eu finalement à disposition n'avait pas permis de pouvoir terminer. Donc ça voulait dire que ce n'était pas encore exhaustif, qu'il y avait encore des possibilités de mesures d'économie importantes. Peut-être un élément aussi qui est intéressant, c'était les éléments de la formation. On avait fait un groupe qui traitait que de la formation dans les entreprises, parce que là-bas, ils avaient un centre de formation. Et pourquoi je mets ça? Parce qu'on n'a pas pu le réaliser dans quelques entreprises, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui est exclu chez vous. Je l'ai dit tout à l'heure, je considère que vous avez une entreprise qui a des compétences reconnues, un savoir-faire qui est extrêmement important, qu'on doit préserver. Et dans les métiers de l'audiovisuel, je ne sais pas combien vous avez d'apprentis, je ne sais pas combien vous avez de personnes en formation, mais je pense que d'être considéré comme un centre de formation, ou de proposer au département de la formation de vos cantons respectifs peut-être la mise en place d'un centre de formation dans un des sites n'est pas quelque chose qu'il faut exclure. Il faut l'analyser parce qu'il y a quand même quelques deniers de la Confédération et des cantons là-dessus. Je sais qu'il y a aujourd'hui toute une série de réflexions pour faire partie de plusieurs groupes de travail, notamment dans le canton de Vaud, de la commission consultative de formation. Elle s'est encore réunie dans les assises de la formation la semaine dernière dans le canton de Vaud. Il y a toute une série de nouveaux métiers qui sont aujourd'hui indispensables au fonctionnement de l'économie aussi, peut-être auxquels il peut y avoir des liaisons auxquelles il faut réfléchir. Les entreprises ont besoin aujourd'hui des moyens de communication, des réseaux sociaux, etc. Et il y a aussi besoin d'avoir des nouveaux métiers, d'avoir des centres de formation pour ces nouveaux métiers, les médiamaticiens, etc., les web, toutes les personnes qui travaillent autour du web. Alors je ne sais pas du tout quels sont les niveaux de compétences chez vous, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut exclure. Et quand on parlait tout à l'heure qu'il y a trop de cadres, pourquoi pas avoir des personnes cadres techniques qui pourraient devenir des formateurs dans un centre de formation de la RTS reconnu en Suisse romande comme étant un lieu de formation pour les apprentissages. Moi, je pense que c'est important. L'apprentissage est un élément essentiel de notre économie. Je pense que vous avez peut-être un rôle à jouer là-dessus. Et il peut y avoir un certain nombre de places de travail qui peuvent être créées dans un centre de formation en ayant les moyens. Et puis, je ne sais pas, le matériel dont on parlait tout à l'heure qu'il faut vendre, pourquoi pas le mettre à disposition d'un centre de formation et d'avoir quelques personnes qui soient destinées à former des apprentis dans les techniciens, dans les personnes qui sont hautement qualifiées, j'imagine chez vous, dans tout ce qui est la vidéo, etc. Moi, je suis convaincu, vraiment, mais profondément convaincu, en regardant de l'extérieur, mais je suis peut-être complètement dans les choux, et c'est vous qui le direz, que ces capacités-là, vous les avez. Et puis, les financements, ils existent, il faut aller les chercher. Il faut faire des propositions. Il faut mettre à contribution les départements de formation des cantons de Genève et de Vaud. Il faut faire des propositions. Si les deux arrivent à se mettre ensemble pour obtenir des financements, pourquoi pas le faire? C'est pas obligé d'être directement dans la tour de la RTS. Ça peut être fait entre deux, à Nyon ou je sais pas où. Mais je pense que l'intérêt derrière, c'est de maintenir des places de travail. Et s'il y a une proposition d'un centre de formation avec une série de... Il faut identifier les métiers dont a besoin aujourd'hui l'économie, qui existent en tant qu'apprentissage. Et je pense que c'est aussi une plus-value, c'est aussi quelque chose que peut offrir la RTS à la population, qui permet aussi de générer des places de travail dans l'économie ailleurs. Et je pense que sous le contrôle de la RTS, ça a une certaine crédibilité. Pourquoi pas réfléchir à un projet de formation? En tout cas, je peux être à disposition s'il faut dans ce type d'opération-là. Parce qu'on l'a fait pour des métiers dans l'industrie. C'est pas interdit d'essayer de récupérer dans certains métiers. On a pu obtenir des collaborations assez importantes. Et puis, ça peut être aussi utile dans les reconversions. Parce qu'il y a des financements qui existent dans les reconversions. On a des métiers qui ont disparu parfois dans l'industrie, qu'on a réussi par des financements de l'État, où au fond, pendant 2-3 ans, les personnes ont été payées, l'entreprise a dû les payer que 50% parce qu'il y a eu des financements de l'État pour reconvertir ces gens. Lorsque le métier de chaudronnier a disparu chez Bombardier, eh bien, ils ont été formés comme électriciens chez Bobst, dans le centre de formation. C'est des exemples concrets où pour l'employeur, c'était très intéressant parce que pendant 2 ans, 3 ans, ces personnes, ils ont dû, pour l'employeur, payer que 50% de leur salaire. Donc il existe des outils
outils, il faut les utiliser, ces outils de l'État de la Confédération, qui sont, à mon avis, tout à fait justifiés, légitimes lorsqu'il y a une notion de perte des places de travail. Donc autant, plutôt que d'avoir des licenciements, d'avoir des personnes. Hein, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'adéquation. Hein, j'entendais tout à l'heure ce gros problème de cadre que vous avez ici, qu'on retrouve dans plusieurs entreprises, s'il peut être analysé avec une vraie refonte de l'entreprise, un organigramme, il ne faut pas avoir peur de faire cet exercice d'organigramme, puis de dire au fond, voilà, à la fin des courses, on peut avoir 20 cadres qui sont trop en tout, mais si on peut aussi dire que ces 20 cadres, au fond, on peut les recaser dans des services extérieurs et dans un centre de formation, et qu'on a un projet au total qui fait 0 licenciement, vous aurez les cadres avec vous et vous aurez tout le monde avec vous parce qu'il y a un projet global de cette proposition. Si on dit simplement il y a trop de cadres, il faut les supprimer, c'est pas la même intensité. Je pense qu'il faut essayer de faire l'exercice. C'est pas tout le temps que ça marche, mais ça vaut la peine de faire ces réflexions avec ces éléments-là en parallèle, qui sont au fond des éléments de maintien des places de travail de manière générale dans un projet ayant pour objectif 0 licenciement à la fin. Maintenant, je vais rester à votre disposition sans problème pour des questions. Pratique. Peut-être juste encore un élément. Nous, on faisait en général les groupes de travail, c'est à peu près sur demi-journée, souvent, de 10h le matin à 14h. C'est le modèle le plus fréquent qu'on a eu. Parfois, c'était que le matin ou que l'après-midi. On essayait de faire travailler les groupes ensemble pendant 2 heures de temps. Ensuite, ils préparaient le rapport pour le plénum. Il y avait une pause et puis l'après-midi, il y avait une présentation du travail pendant 1 heure aux autres groupes, où chacun doit être préparé de manière assez rigoureuse pour présenter les éléments qui ont été étudiés, évalués le matin, pour dire voilà, ça on a étudié, on va le garder, celui-là on vous propose qu'on le jette, on ne va pas le continuer, et puis essayer d'avoir cette transversalité entre les différents groupes pour ne pas être complètement démunis à la fin, et puis que chacun ait travaillé de manière cloisonnée. Ça, je pense que c'est, à mon avis, central, parce que, comme syndicaliste, je ne suis pas un adepte du fonctionnement de l'armée, mais là, je crois qu'on est... Si on veut fonctionner dans un temps assez restreint, il faut avoir une organisation assez rigoureuse pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Okay. Merci d'avoir terminé sur un aspect très concret, parce que je pense qu'on va venir maintenant à cet aspect concret de l'organisation pratique, qui est un véritable défi, parce que, comme vous le savez sans doute, on a des forces très limitées. Donc actuellement, il reste quelques plages qui ne sont pas entièrement couvertes au niveau de la coordination, et puis la vraie problématique qu'on va avoir au niveau pratique, c'est la coordination. Parce que nous, on ne va pas arriver à faire des plénums chaque jour. On va devoir travailler un petit peu séparément, puis faire un plénum le vendredi. Donc, il va falloir assurer la coordination tout au long de la semaine, sachant qu'on ne pourra pas avoir des points aussi réguliers qu'on l'aurait souhaité. Donc nous, l'horaire qu'on a prévu, sur la base duquel on a négocié, parce que dans les dernières semaines, après la conclusion de l'accord, il a encore fallu négocier les horaires, parce que tout d'un coup, la direction a trouvé que c'était très compliqué de travailler sur une demi-journée. Comme vous le savez, à la RTS, c'est plutôt des jours de 8 heures. On ne travaille pas tellement par demi-journée de 4 heures, puis compléter le travail. Donc, il y a toute une série de gens pour qui ça ne posait pas de problème, mais d'autres qui ont été jugés problématiques. Donc, il a fallu négocier ça. Et on a fini par se mettre d'accord. Tout le monde a fait un effort, quoi, en gros. Il y a des lignes hiérarchiques qui vont devoir trouver des solutions. Dans la plupart des cas, on avait déjà trouvé des solutions et c'est ce qui a convaincu la direction. Mais il y a parfois des cas où il y a les collègues qui vont devoir donner un coup de main, il va falloir se remplacer. Enfin voilà, chaque cas est un peu particulier, mais disons, ce qu'on a prévu comme horaire, c'est 9h, 13h chaque jour, sur chaque site. Et puis le vendredi, tout le monde à Genève, parce on s'est aussi engagé à limiter les frais de déplacement. Donc malheureusement, on doit déplacer les Lausannois parce qu'ils sont moins nombreux. Et puis, à Genève, il y aura donc une réunion transversale par groupe et un plénum, parce qu'il faut quand même effectivement coordonner les différents groupes entre eux. Et puis, on a prévu aussi chaque lundi, à partir de la 2e semaine, pas la première, parce que la première semaine, ce sera du brainstorming, ça va être un peu... Je pense que le démarrage va être un peu
compliqué. Enfin, j'imagine qu'au début, les gens vont être un peu perdus, donc il faudra se donner un peu le temps de mettre en place les choses, de définir les rôles de chacun aussi. Et à partir de la deuxième semaine, le lundi, ce sera 9h, 12h, et on garde la tranche 12h, 13h pour une assemblée du personnel. Ça, c'est l'organisation qu'on a trouvée qui correspond, qui est la moins mauvaise compte tenu des difficultés d'horaire à la RTS. Voilà. Sinon, les rôles, il faudra les répartir dans chaque groupe. Nous, ce qu'on a fait en tant qu'organisateur, c'est qu'on a désigné déjà des coordinateurs et coordinatrices dans chaque groupe ou sous-groupe, puisqu'on a 3 groupes transversaux et un groupe qui travaille séparément parce qu'on a jugé que l'organisation, ça nécessitait d'être par média, par site. Donc, les 3 autres, ils vont se réunir le vendredi. Et il faudra réunir les coordinateurs des 2 groupes, des 2 sous-groupes. Et puis tout au long de la semaine, ce que nous, on va faire comme boulot, mais encore une fois, on n'a pas encore toutes les forces nécessaires, donc ça va être le boulot jusqu'au mois de janvier, c'est de superviser ce travail le matin, mais sachant qu'on n'est pas assez nombreux pour être dans chaque groupe, donc on va devoir se balader un peu entre les groupes. Et puis l'après-midi, on assurera la coordination avec les coordinateurs. Et puis le vendredi, il y aura une mise en commun. Voilà, ça c'est l'organisation qu'on a été capable de mettre en place, avec encore quelques incertitudes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à Yves ou concernant l'organisation? La seule, j'exprime en mon nom propre une sorte de crainte, parce qu'il n'y a rien de plus difficile dans le cadre des groupes de travail de partir d'une feuille blanche. Et donc, je me demande dans quelle mesure et de quelle manière, et peut-être toi, Yves, tu pourrais nous donner peut-être quelques pistes, vu que tu as travaillé tu as été dans ce type d'exercice. À ton avis, quel est le meilleur moyen pour trouver vite un consensus sur le but, un peu, encore une fois, sortir un peu du complexe de la feuille blanche, parce que le travail, il a l'air énorme, hein, je parle au niveau de l'organisation. Quelle est la mécanique, quel est, selon toi, le bon truc pour que rapidement on accorde nos violons, qu'on sorte nos cas personnels pour réfléchir effectivement à l'organisation de notre entreprise et pas forcément de notre petite place de travail ou même de notre département? Ça vient très vite, je pense. Si vous faites déjà le brainstorming, si chacun arrive dans cette salle en premier lieu et puis dans vos différents département auprès de vos collègues à se mettre dans la situation que j'ai dit tout à l'heure et se dire qu'est-ce que je peux imaginer comme étant une solution qui permette de gagner de l'argent, du temps, des mètres carrés. Déjà sur ces 3 principes-là. Si chacun essaye de réfléchir au fond sur ces 3 éléments-là, vous aurez déjà toute une série de matières très rapidement. Moi, j'ai toujours été assez surpris. Et c'est ce que vous vivez là. En fait, dans chaque entreprise, au départ, tout le monde le vit. Mais la sortie déjà de 2 heures de brainstorming où chacun individuellement, je pense qu'il faut commencer par l'exercice individuel. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez la capacité de réfléchir à au moins 1 ou 2 propositions déjà dans cette salle côté de vous, hein, est-ce que ou c'est qu'il y a du gaspillage, ou c'est que au fond il y a de quoi gagner du temps, mais du temps dans le sens vraiment objectif de la chose pour gagner des places de travail derrière, eh bien vous aurez très vite de la matière. Et une fois que les gens ont les groupes de travail, vous aurez toute cette série de propositions à analyser, vous êtes tout de suite dans le travail. Je peux vous assurer que ça va extrêmement vite, parce que si vous prenez la force de travail ici, je ne sais pas, vous êtes quoi, une vingtaine, trentaine, si chacun a 2 propositions, ça fait déjà 60 propositions à traiter la première matinée. Si vous ajoutez à cela, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de lancer un appel général par mail. Moi, je pense que si vous pouvez ouvrir un mail auprès de tous les collaborateurs en leur demandant de faire remonter pour les groupes de travail toutes les idées possibles sur cette thématique-là, où c'est qu'on peut gagner de l'argent, des mètres carrés, du temps, parce que le temps, ça se transforme en argent derrière. Eh bien, avec ça, et puis au niveau organisationnel, évidemment, eh ben, vous aurez tout de suite beaucoup de travail. La feuille blanche, elle existe maintenant, mais elle va, dès la première heure, dès
dès la fin du brainstorming, très vite s'est transformé en « j'ai trop de travail ». J'aimerais préciser une chose quand même. Il y a quelque chose qui doit vous paraître particulier dans cette entreprise quand même, et qui fait que les exemples qui sont donnés sont proches de ce qu'on va faire, mais il y a quand même une spécificité. C'est le groupe qui va traiter de l'avenir du service public, parce qu'il y aura quand même une nécessité d'articuler ça avec le reste. Donc, et là, il y a plusieurs pistes, évidemment. Dans la stratégie d'entreprise, il y a une piste qui se dessine, qui n'est pas très intelligible par moment, et puis il y en a peut-être d'autres. Et puis il y a des nouvelles offres. Enfin, il y a la possibilité de valoriser des compétences, comme l'a dit Yves, avec cette problématique de la formation. Donc, je pense que ce groupe de travail service public, il va être important aussi, parce qu'il faudra que rapidement il y ait quand même une forme de consensus sur la direction où on va, parce que sinon, si le groupe il travaille dans son coin et puis qu'il propose des modèles de services publics différents, puis que ça ne colle pas avec le reste du travail, ça va coincer. Donc, il faudra qu'on articule bien ça. Et je profite pour dire aux membres du groupe services publics qui sont dans la salle qu'il y a ce qu'on appelle un think tank qui se met en place au niveau suisse, qui est coordonné par des acteurs du monde des médias autour du service public audiovisuel. J'ai été contactée et j'ai parlé de la consultation, alors ce qui m'a permis de vérifier qu'en Suisse alémanique, nos collègues n'étaient pas du tout informés de ce qu'on fait d'ailleurs, ce qui montre bien que ça n'a pas fonctionné de ce côté-là, ma foi, c'est comme ça. Mais il y a cette chose qui se met en place et je pense que ce serait bien que des membres du groupe de travail y participent pour s'alimenter aussi en problématiques liées au service public. Pour travailler du coup rapidement avec la société civile, quoi. Enfin, il y aura déjà un contact avec le public via ce groupe et il y a une réunion qui a lieu le 20 décembre. Voilà, donc vous regardez celles et ceux qui pourraient y participer le 20 décembre à Berne, le matin. Voilà. Sinon, autour de l'organisation pratique, nous on essaye de mettre en place un site Internet qui aura une partie dédiée à la consultation. Il y aura probablement un accès login réservé aux membres des groupes de travail et on mettra là-dessus les documents, parce que sinon ma collègue et moi on va se transformer en centre de photocopie et puis on aura mieux à faire. On va essayer de vous les mettre à disposition sur ce site, ceux qui peuvent être mis à disposition. Puis peut-être, Roland, tu pourrais maintenant nous parler du devoir de discrétion qui fonde l'accès aux documents. Est-ce qu'on peut faire ou pas faire dans le cadre de notre accord négocié? Volontiers, merci. Juste encore une petite remarque suite à votre question sur comment se mettre en bonne position. Si vous vous mettez dans la peau de la direction et non pas dans votre peau d'employé dans différents secteurs, hein. Je suis le patron de cette boîte, qu'est-ce que je vais faire des économies? Vous allez rapidement passer par-dessus la personnalisation et puis ces questions qui sont parfois dangereuses. Sur la confidentialité, c'est relativement simple. Il y a un document qui a circulé parmi les collègues qui étaient membres de la délégation de négociation. Vous avez un devoir de confidentialité, et ça c'est un avis d'un professeur, le professeur Bruviller de l'Université de Berne, qui a fait une étude pour nous dans le cadre de la convention collective, la métallurgie, loi sur la participation. Qu'est-ce que ça veut dire la confidentialité? Parce qu'on a eu souvent des situations où les directions d'entreprise invite la commission du personnel ou le comité syndical en disant « Écoutez, voilà, nous avons décidé de faire une restructuration dans tel et tel département. Il y a 6 personnes qui vont être licenciées. Ça sera Michel, Jean-Bernard, Christine. Mais c'est totalement confidentiel. Hein. Les gens ne sont pas encore avertis. Vous n'avez pas le droit d'en parler. » Ça ne va pas. Hein. Vous ne pouvez pas sortir d'une réunion avec la direction avec dans votre sac à dos les noms des collègues qui sont virés. Vous sortez de là, vous les croisez dans le couloir. Vous faites quoi avec ça? Donc ça, ce n'est pas possible. Le devoir de confidentialité, il s'arrête bien avant ça. Vous avez un devoir de confidentialité vis-à-vis des gens extérieurs à l'entreprise, votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme, vos gamins. Là-dessus, vous n'avez pas le droit de parler des questions confidentielles avec eux. Et vous avez un devoir de confidentialité donc vis-à-vis des personnes extérieures à l'entreprise. Et
mais pas vis-à-vis de vos collègues. Vous n'êtes pas à votre compte. Quand vous êtes élu dans une commission du personnel, dans un comité syndical ou bien là, dans un groupe de travail, vous allez bosser au nom de vos collègues. Vous leur devez des informations. Ce sont vos mandants. Donc, il n'y a pas de devoir de confidentialité vis-à-vis de vos collègues, ni des personnes habilitées à défendre les intérêts des salariés que vous êtes, en l'occurrence, votre secrétaire syndical. Donc, vis-à-vis de vos secrétaires syndicaux, vous n'avez pas de devoir de confidentialité et vis-à-vis de vos collègues non plus. Pour le reste, soyez prudents. Si vous vous mettez à diffuser des informations confidentielles, stratégiques sur l'entreprise auprès d'autres médias, évidemment, vous allez vous mettre en difficulté. C'est de la déloyauté, c'est pas possible. Vous n'allez pas faire des bêtises pareilles, on n'a jamais vu ça. Hein? Donc là, la confidentialité, c'est vraiment vis-à-vis des gens extérieurs à l'entreprise, mais pas vis-à-vis de vos collègues. Ça, c'est très important. Et parce que si vous vous mettez à tenir des questions confidentielles vis-à-vis de vos collègues, le jour où vous sortez, vous, avec l'information, vous êtes complètement décalé par rapport à la réalité. Au fur et à mesure des travaux, et quand on travaille sur des dossiers, vous allez voir la direction, vous allez voir les ressources humaines, ils vont vous documenter, idée par idée, sujet par sujet, etc., en fonction de ce que vous allez leur demander. Ils vont savoir sur quoi vous travaillez. Moi, je vous garantis que la direction, elle va faire une information au cadre, aux membres de la direction, pour que tous les membres soient au courant de ce qui se passe. Ils sont en train de plancher là-dessus, OK, c'est bien que les cadres sachent sur quoi vous planchez. Il y a peut-être des idées qui vont sortir de chez eux aussi. Si vous, dans le même temps, vous ne pouvez pas informer vos collègues de sur quoi vous planchez, il va y avoir un décalage d'informations énorme, et le jour où vous arrivez avec l'information vers vos collègues, l'encadrement sera très bien informé par la direction, puis vos collègues, ils découvriront tout d'un coup un rapport qui sort au bout d'un mois. Donc, hein, faites bien attention à ça. Vous n'êtes pas à votre compte. Vous allez devoir bosser avec vos collègues, les informer régulièrement, les consulter. Bosser avec eux. C'est votre intérêt des 2000 romans, voire des 6000. Peut-être juste un élément, parce que je vois l'avenir du service public sur le groupe Vision. Je pense que ce sera essentiel que dans ce groupe-là, les évaluations que vous faites se rapportent à la restructuration. C'est vraiment essentiel. Hein. C'est qu'à la fin, il doit y avoir une conclusion de ce groupe qui doit permettre, si on pense l'avenir du service public, ça peut être par la formation, etc., mais qui se ramène à comment on peut sauvegarder des places de travail. Hein. Quelle conclusion doit-on tirer dans ce sens-là? Je pense que ça, c'est essentiel. Pas s'égarer sur comment on peut refaire le monde médiatique suisse. Hein, j'entends que vous avez des licenciements, vous avez une restructuration, et c'est essentiel de faire la réflexion qui doit aboutir à une conclusion. J'ai mis ici l'exemple de ce groupe, mais les autres aussi. Hein. Et la conclusion à la fin, ça peut être ça, hein, c'est de dire la restructuration annoncée par la direction est prématurée, etc. Ils ont demandé un moratoire. Il faut l'expliquer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on propose d'autre derrière comme organisation ou comme vision future de cette nouvelle RTS version salariée. Ça, c'est important parce que c'est le plus difficile dans le groupe Vision, dans toutes les entreprises que j'ai eues, c'est d'arriver à se recentrer tout le temps. Et je pense que vous devez tout le temps avoir votre document qui vous dit comment je peux sauvegarder les places de travail. Nous, on a la spécificité quand même de devoir répondre d'une concession, donc de devoir répondre aux politiques, donc d'agir aussi dans un cadre politique. Alors comment on fait? Quelle marge de manœuvre on a au sein de ce cadre politique qui est une contrainte en fait pour nous? Alors, c'est pas incompatible, c'est parfait. Ce que tu dis là, c'est excellent. C'est-à-dire que tu peux avoir une vision du service public si tant est que l'objectif derrière, c'est peut-être que la Confédération revienne en arrière, faire revenir la Confédération en arrière sur, au lieu de 50 millions, d'en avoir que 10 millions derrière d'économie, c'est rentrer dans le cadre des 3 éléments qu'on a dit là. Donc, c'est pas incompatible du tout. Faire appel au pouvoir public, beaucoup d'entreprises l'ont fait. On a créé un fonds de l'industrie, etc. Faire appel au pouvoir public, d'autres entreprises l'ont fait. Mais avec l'objectif derrière, évidemment, c'est d'obtenir de l'argent pour la RTS qui va permettre de maintenir les places de travail. Donc ça correspond parfaitement bien. Si c'est cette analyse-là qui est faite, c'est parfait d'avoir une analyse globale, générale, qui derrière... on peut le rentrer dans le cadre
Au fond, avec l'argent de la Confédération des cantons, c'est comme pour le centre de formation, on peut atteindre l'objectif en disant, en faisant différemment en Suisse, on pourrait économiser tant de millions qui pourraient être enlevés des mesures d'économie sur la RTS et permettre donc de faire différents. Vous allez peut-être obtenir de l'argent par ce groupe-là qui va permettre de créer un centre de formation ou d'autres choses. Ouais, donc j'aimerais quand même rappeler qu'on a quand même une spécificité, pas d'entreprise, mais dans l'accord qu'on a négocié, c'est que comme nous ne sommes pas formellement dans le cadre du Code des obligations, puisque les critères ne sont pas remplis, nous, on a négocié sur la base de l'analogie au CO, mais aussi et surtout, puisqu'on n'était pas dans ce cadre-là, par rapport à notre convention collective de travail qui comprend un article essentiel sur la participation qui va loin dans l'implication des salariés lors des changements, restructuration évidemment, mais aussi de tout changement dans les rapports de travail, qui impactent les rapports de travail. Donc c'est un article qu'on n'a jamais réussi à faire appliquer parce qu'il est très flou, on n'a jamais eu d'interprétation. Et c'est la première fois, si vous voulez, qu'on a un accord qui se réfère explicitement à cet article 36 de la CCT. Donc on peut imaginer que la SSR va vouloir se débarrasser aux prochaines négociations, à mon avis, parce que là on a placé la barre assez haut, c'est-à-dire que cet accord il prévoit non seulement qu'on évite les licenciements ou on en limite le nombre, mais aussi que le personnel peut se prononcer sur le fonctionnement de l'entreprise et notamment la stratégie d'entreprise. Et c'est là que le groupe Avenir du service public a une dimension quand même un tout petit peu plus large que celle des critères du CO. C'est que la stratégie d'entreprise, c'est par exemple comment la RTS répond au défi de la transition numérique. Est-ce qu'elle va le faire en misant tout sur la Google Generation comme elle le fait maintenant, ou est-ce qu'elle va adopter une stratégie de reconversion beaucoup plus respectueuse des emplois des gens qui sont là ou en place aujourd'hui, etc. Enfin, c'est tout ça qu'il va falloir aussi traiter, mais évidemment en chiffrant si possible. Voilà, c'est ça la vraie contrainte, c'est de chiffrer les choses. Donc on n'est pas complètement à côté. On recadre un peu dans le sens que tu le dis, mais on est de toute façon dans un cadre plus large avec cet article 36. Bon, moi, je veux compléter un peu tout ça, c'est-à-dire que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que même si on n'a pas un nombre de licenciements annoncés qui fait que tout le monde est monté aux barricades, nous avons Panorama qui nous attend. Après Panorama, il y aura peut-être Campus. Après Campus, il y aura le prochain. Enfin, pour le moment, cycliquement, c'est à peu près tous les 2 ans, 2-3 ans. D'une part, dans le sens qu'il y a les choses qui sont déjà annoncées, on sait qu'il va y avoir des répercussions. Et puis, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si nous n'avons pas de licenciement, nous avons une surcharge de travail dans certains secteurs qui est endémique. Pour moi, ça correspond à des licenciements. C'est-à-dire que je fais un parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faudrait engager du monde pour limiter la surcharge endémique. Et le fait que nous n'engageons pas de monde parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est comme si on licenciait. C'est des licenciements de postes inexistants, pour faire parallèle aux postes vides. Et donc, en ce sens-là, on est en plein dans ce que disait Yves quelque part, c'est-à-dire que le fait que les réflexions ou les idées peuvent avoir un lien avec une restructuration, la restructuration, elle existe au quotidien au travers de la surcharge de travail endémique. Et donc finalement, nous sommes légitimes à réfléchir sur l'organisation du travail ou l'avenir du service public dans le sens que, OK, on produit du contenu pour mettre sur le web, mais qui le produit, comment, sur quel temps, quelle profession, pour faire quoi, etc. Tout ça, c'est à la fois des choses extrêmement concrètes et puis des choses qu'on peut imaginer de manière utopique avec une traduction réelle. Oui, mais on peut le chiffrer, c'est des heures de travail. C'est le fait d'être présent sur des plateformes, etc. C'est qui fait quoi, ça veut dire l'évolution des métiers, ça veut dire des formations, ça veut dire des métiers qui disparaissent, etc. Enfin, tout ça, d'une manière ou d'une autre, on peut imaginer comment on peut le chiffrer. Et donc, moi, je pense que même si
nous n'avons pas, et il n'y aura pas d'annonce de nombre de licenciements qui va faire se retourner l'entreprise, la surcharge de travail endémique, pour moi, c'est une équivalence à des annonces de licenciement. Bon, moi, je partage totalement ce que dit Mireille. Enfin, pour moi, vous êtes dans un licenciement collectif assez clairement. Beaucoup d'entreprises disent aussi qu'ils vont supprimer des places de travail sur une année ou deux, mais on sait pertinemment ce qui se passe. C'est qu'on pousse les gens dehors, on leur donne trop de travail, pas assez, enfin, etc. C'est équivalent à des licenciements déguisés, selon moi. Et donc, je pense que vous devez faire comme si, au fond, ces 150 places de travail supprimées, c'était des licenciements. Enfin, même si ça ne l'est pas annoncé, mais je pense que la réalité, c'est qu'il y a des pertes de savoir, hein, de toute façon aussi derrière, etc. Donc je pense que c'est quand même une analyse qui doit être faite sur le fond de comment il faut organiser cette entreprise par la suite et comment ça va aussi fonctionner avec ces 150 places au moins. Parce que si vous avez déjà des charges de travail très importantes, des heures supplémentaires, aujourd'hui, comme c'était dit tout à l'heure, assez important dans certains départements, alors si vous en avez à la fin des cours 150 de moins, ça va être de toute façon une difficulté supplémentaire. Donc je pense qu'il faut véritablement repenser l'organisation telle que vous la voyez in fine. J'avais juste une petite remarque concernant ce que tu nous as dit en dernier, c'est-à-dire qu'on devait toujours avoir à l'idée zéro licenciement. Là, je ne suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'est le résultat qui compte, c'est-à-dire qu'à la fin, je suis complètement d'accord qu'on devrait arriver à zéro licenciement, je suis 100% d'accord, mais simplement dans nos réflexions, à mon avis, il faut qu'on ait de la souplesse, puis pas à chaque fois qu'on réfléchit à un projet, se dire « Ah, attention, il ne faut pas qu'il y ait de licenciement ». À mon avis, ça doit être global et pas pour chaque réflexion. L'objectif de conclusion finale doit être zéro. Mais effectivement, que au fur et à mesure que vous allez travailler, il peut y avoir de l'organisation, des transferts de postes. Il faut regarder quel sera le résultat final que vous aurez à la fin. Ça veut dire que dans nos réflexions ponctuelles, on va dire, on n'a pas nécessairement besoin de réfléchir tout le temps à ça. On est bien d'accord. Non, il faut essayer de les convaincre. Oui, c'est pour ça que la coordination et la rencontre régulière, elle est importante. Parce que vous allez livrer une conclusion finale qui, elle, sera soit à la fin, vous aurez X licenciements en moins, ou alors zéro, ou etc. C'est ça. Je pense que ça se construit au fur et à mesure. Mais ça, c'est clair, il ne faut pas avoir de tabou. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on enlève des places de travail ici, mais si de l'autre côté, un autre groupe a, lui, créé un centre de formation, trouvé des services, alors à ce moment-là, c'est les compétences qui peuvent être transférées tout à fait correctement ailleurs. Oui, non, ça c'est le boulot de la coordination, justement. Ouais. Et on a une ligne rouge, hein, je vous rappelle. Donc, c'est pas de licenciement, pas de péjoration des conditions de travail. Et puis, je n'ai pas précisé tout à l'heure à propos des cadres, mais nous, on l'a toujours dit, les cadres sont des collègues de travail. Alors après, comment vous vivez les choses sur le terrain, c'est une autre question et il faudra imaginer des réorganisations. Ils n'ont pas forcément vocation à demeurer cadres et à demeurer à ce poste-là. Mais c'est des collègues de travail. Au départ, on les considère comme tels. Voilà, c'est une précision que je voulais rappeler. Il faut que tu nous donnes encore quelques informations, Valérie, parce qu'on a quand même des idées qui sont nationales, qui doivent arriver, puisque le conseil d'administration doit annoncer d'ici quelques jours combien il y aura de postes, où ça, etc. Il y a aussi les propositions des collaborateurs qui ont déjà été faites, dont on attend aussi la liste de tout ce qu'ils ont proposé comme mesures, etc., quels chiffres, tout cela, on doit les avoir aussi. On a aussi les mesures du SSM de 2015, puisqu'on a déjà fait cet exercice en 2015 pour les licenciements 2016, donc il y avait plein d'idées là-dedans. Aucune avait été retenue, donc moi, je n'en connaissais pas réellement quelles ont été les propositions qui ont été faites, celles qui n'ont pas été retenues. Pourquoi? Est-ce que maintenant elles peuvent être repêchées? Est-ce qu'elles peuvent être approfondies? Donc tout ça, on a besoin de savoir. Et puis, la direction et les collaborateurs et les cadres, ils ont déjà fait plein de recherches, puisque c'est aussi un document qu'on doit avoir, qui nous a été transmis, mais qui n'est pas assez. Mais ça, vous êtes obligés de l'avoir, vous aussi, parce qu'il y a des informations très importantes là-dedans. Je veux dire, c'est vrai que quand on entend sur l'électricité, sur les entreprises de nettoyage, etc., il y a plein de choses qui ont déjà été faites. Donc, il faut savoir
comme tu le dis, entre 2015 et maintenant, il y a peut-être encore quelque chose à gratter, mais allons pas peut-être forcément nous disperser sous plein de postes. Il faudrait avoir au moins ces feuilles pour pouvoir élaguer le travail, parce qu'autrement, on va partir à tout azimut. Voilà. Et puis, surtout, envoyons, comme ça a été proposé, à tous les collaborateurs de la TV maintenant, d'ici la fin de la semaine, qui nous envoient leurs propositions directement à nous, puisque ce matin, en discutant, il y a plein de personnes d'entre vous qui avaient trouvé des idées déjà simples, qui ne m'étaient pas venues à l'idée et puis à l'esprit. Puis effectivement, si chaque collaborateur en amène une, ben on est mal barré avec 1200 idées. Hein. Oui, effectivement, on a déjà un certain nombre d'informations. On va en recevoir. Le projet de restructuration, les détails, ce sera tout début janvier. Nous, on va mettre tous les documents qu'on a déjà reçus et tous les documents qu'on a en tant que syndicat, parce qu'on a aussi une masse d'informations en tant que syndicat. On va les mettre à disposition dans ce dossier qui sera sur ce site internet. Il faudra classer un peu les choses et ensuite, vous aurez accès à tout ça. Maintenant, la difficulté, c'est que ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais j'en dis quand même 2 mots. On a une situation nationale très compliquée. Comment résumer les choses? On ne sait pas encore. Aujourd'hui, on ne sait pas si on aura un contrat collectif au 1er janvier. On trouve difficilement imaginable que ce ne soit pas le cas, parce que le conseil d'administration de la SSR n'a pas du tout envie d'avoir une situation de vide contractuel. Mais de facto, on n'a pas trouvé de solution au dernier ultimatum de la SSR. On a fait une contre-proposition qui est extrêmement généreuse, donc c'est déjà une grosse concession, mais ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé, donc on ne sait pas, la SSR n'ayant pas l'habitude qu'on lui dise non, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc ça, c'est un contexte qu'on doit prendre en considération. Par contre, j'ai expressément obtenu la garantie de Pascal Critin que la consultation aurait lieu dans tous les cas. Donc même si on est en situation de vide contractuel, ce qui serait d'ailleurs assez original comme cas de figure. On verra. Mais voilà, il y a encore beaucoup d'inconnus. Pour ce qui est des informations à recueillir d'ici là, effectivement, on va faire un appel. Alors, je ne sais pas si ce sera l'adresse email qu'on avait déjà donnée, mise à disposition, ou si ce sera via le site internet. Ça va se discuter dans les jours qui viennent, techniquement. Mais on va faire ça, effectivement. Et puis, tout ce qu'on a déjà comme problématique, parce que nous, on a évidemment, en tant que syndicat, pas mal de problématiques déjà constituées, hein, qu'on va vous livrer aussi dans tel secteur et dans tel autre. Tout ça, ça fera partie d'une masse d'informations qu'il faudra trier, prioriser, sélectionner, etc. Donc, ce sera le boulot de la première semaine, j'imagine. Enfin, on verra quel temps ça prend, quoi. Juste une question générale par rapport à la CCT. Si on n'a pas de CCT donc, au 1er janvier 2019, ça veut dire que tous les droits de la CCT sont suspens? Non. Non. Est-ce que ça veut dire, par Pour exemple, vous, ça ne change pas grand-chose, parce que toutes les dispositions normatives, c'est-à-dire ce qui vous lie à votre employeur, sont maintenues pendant 1 année. C'est pour le syndicat que ça change tout. Bon, ça changerait pour vous parce qu'il n'y aurait plus de droits syndicaux, il n'y aurait plus de droit d'être accompagné dans l'entreprise ou des choses comme ça. Mais c'est pour les employés, ça ne change rien. Vous ne perdez pas vos vacances, vous ne perdez pas tout le reste. Ok, voilà. ça veut dire que... Le temps de travail, c'est les dispositions de la CCT. Sauf qu'on on va probablement, si on est dans une situation de vide contractuelle, on va probablement être moins arrangeant sur toutes les dérogations à la loi sur le travail. Mais est-ce que, par exemple, pour parler d'un point tabou, on aurait le droit de faire la grève du fait qu'on n'est plus sous CCT? On n'est plus dans la paix du travail, ouais. Okay. C'est clair. Maintenant, c'est à examiner. Et donc, on perdrait aussi tous nos avantages liés à un licenciement? Non. Ce serait les dispositions actuelles de la CCT. Pour vous, ça dure. Ouais, pendant 1 année. Pendant 1 année, ouais. Ouais. Mais ça va pas. Un vide contractuel est difficilement imaginable à la SSR et en tout cas pas pendant plus que quelques mois. Ok. Et puis, par rapport à la réflexion, est-ce qu'on doit faire aussi une réflexion, je dirais, globale au niveau de la SSR ou se pencher uniquement sur la télévision ou la radio? Alors, c'est ce que disait Samuel tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a des tas de projets nationaux qui ont des incidences sur les régions. Et il y a notamment un projet mastodonte qui va arriver dans quelques mois, qui est le projet Panorama,
dont je ne mesure pas encore toutes les implications, mais il y a des collègues ici, Laurent, qui est ici dans le groupe Analyse, il a examiné un peu la chose, il a déjà vu des conséquences importantes. Donc, il faudra quand même que vous vous penchiez sur ces projets, sur les plus importants, et puis que vous fassiez des propositions pour ce qui concerne votre entreprise. Après, maintenant, quel sera notre rapport de force pour agir sur le niveau national? Ça, je ne peux pas vous le dire à ce stade, mais il faudra quand même s'y intéresser, oui. Au-delà de s'y intéresser, je pense que nous sommes obligés d'en tenir compte dans les réflexions, parce que si une proposition que vous allez étudier, chiffrer, etc., peut être refusée parce que ça fait partie d'un projet national, ça va être difficile de faire des analyses ou des propositions sans tenir compte des quelques éléments de panorama. Il faudrait comparer, je pense, le coût de certains projets nationaux avec ce qu'on arriverait à faire en local. Et puis là, on serait peut-être prêt à pouvoir faire le comparatif ou l'argumentaire. Parce que, a priori, vu comme ça d'assez loin, il y a pas mal de ces projets nationaux nationaux qui ont l'air d'être assez onéreux. Et puis, je pense, mais là, je n'ai pas tous les derniers éléments. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour l'instant parce que c'est pas très concret. Il y a un certain nombre de pistes qui sont évaluées, mais au niveau de la RTS, il y a beaucoup de personnes des services techniques qui sont impliquées, pas seulement des cadres, et donc tout ce qui est étudié est parfaitement renseigné. Disons qu'on essaye vraiment d'obtenir à travers ce projet-là, dans lequel je ne participe pas, mais disons le meilleur rapport qualité-prix pour le service national. Voilà. Cela dit, c'est sûr qu'il y a des pistes qui sont évaluées qui sont, disons, assez radicales. Le regroupement des centres, le regroupement des quarts, une organisation différente. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est vraiment des pistes qui sont encore de la danse dans les nuages et qui n'ont aucune conséquence concrète. Ils ont sorti des diagrammes qui étaient très compliqués. Ils ont fait 5 couches, puis ils ont réparti tous les outils là-dedans. Puis et ils essayent de mettre que certains soient nationaux, certains plus locaux, avec des gouvernances en fonction des outils. Et comme ça. C'est très complexe. Ça va arriver et il faudra le fouiller. Et ça va arriver bientôt, si j'ai bien compris. Ça va nous concerner, quoi. Mois de mars ? On est tous très loyaux à notre entreprise, on est tous des très bons élèves et on essaye toujours de faire au mieux pour notre entreprise. On se donne un maximum. On a un bon Dieu avec nous parce que la TV a un bon Dieu quelque part qui nous a toujours permis de passer nos émissions et de passer les choses. Donc j'ai envie de dire que jusque-là, on a été des bons élèves. Pour l'instant, on a l'occasion d'être les maîtres de classe. Essayons d'être les maîtres de classe et de donner une autre dynamique ou de construire quelque chose tous ensemble pour aller plus loin. La direction nous a donné 4200 heures, c'est quand même... 3200, pardon. Quand même, c'est pas négligeable. Donc, il faut qu'on le fasse au mieux, qu'on le fasse fructifier et qu'on arrive à amener des propositions décentes pour nous, l'avenir et ceux qui viendront derrière nous. Voilà. Bon travail à tous et bon Noël.